Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE. Vous connaissez ces trois lettres, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire du jour. Mon invité aujourd'hui, c'est Beverly Sonego, la fondatrice de Monogram. Vous verrez que la seconde main sur les produits de luxe s'invite partout, même dans les grands magasins. Allons-nous bientôt trouver un éco-score sur les étiquettes de vêtements? Ce sera le thème de notre débat tout à l'heure avec Glimpact qui réunit 10 marques de la mode et du sport prêtes à s'engager dans ce sens. Et puis dans Smart Ideas, ce sont les vélos électriques high-tech D-Witch que vous allez découvrir. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. Un Smart Impact spécial mode aujourd'hui à l'occasion des soldes d'hiver, deux thématiques dans l'émission et notamment donc la découverte de Monogram. Bonjour Beverly Sonego, bienvenue. Vous êtes la fondatrice de cette entreprise. Votre slogan, c'est la seconde main comme premier choix. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on trouve chez Monogram? Alors Monogram, c'est une plateforme digitale qui vend du luxe haut de gamme, donc les plus grandes marques de luxe. On peut retrouver évidemment une majorité de sacs à main, mais également un petit peu de prêt-à-porter, de souliers et d'accessoires, et principalement les marques les plus emblématiques comme Chanel, Hermès, Vuitton et Saint-Laurent. Et oui, notre slogan, c'est la seconde main comme premier choix, mais ça peut aussi être le luxe accessible à tous ou un luxe décomplexé. On ouvre donc le luxe à une plus grande communauté, à des gens qui n'y ont pas forcément accès, en tout cas pas sur la première main. Oui, parce qu'on est sur quelle gamme de prix, quel pourcentage par rapport aux mêmes produits neufs? Alors par rapport aux produits neufs, vous avez chez Monogram une décote qui peut aller de 30% jusqu'à 70%. Oui, donc c'est vraiment une décote importante. Vous avez fait le choix d'une distribution digitale, c'est-à-dire qu'il y a un magasin et du numérique, c'est ça? Effectivement, moi je viens plutôt d'un modèle retail à la base, donc j'ai ouvert des showrooms, d'abord pour offrir vraiment une vraie expérience luxe à mes clientes. On est sur un double modèle de clientes puisque nous avons des clientes qui sont des sellers, donc celles qui vendent des articles, et les clientes qui sont des buyers et qui vont aller acheter des articles. Et pour cela, j'avais vraiment besoin d'avoir un point de contact avec elles, donc ça a vraiment été créé sur un modèle retail. Et puis les années ont passé, j'ai vu la digitalisation et notamment celle des grandes marques de luxe, et avec l'arrivée des réseaux sociaux, il était indispensable de digitaliser et donc d'ouvrir une plateforme et un e-commerce. Votre rôle, c'est quoi? C'est de vérifier la qualité, l'authenticité des produits que vous vendez? Bien sûr, alors on est garant de l'authenticité et c'est indispensable. C'est ce qui fait aussi partie de nos axes différenciants par rapport à de grands concurrents, le fait d'avoir un showroom dans Paris, mais également, et on va y revenir, un corner aux Galeries Lafayette, nous permettent d'avoir toute l'offre en interne, de pouvoir d'abord vérifier l'authenticité du produit, le shooter, travailler donc la fiche produit, la description. Donc on a vraiment une traçabilité, et ça c'est très important pour nos clientes, parce qu'on a besoin de les réassurer. La seconde main, c'est quand même quelque chose de particulier. Donc on fait tout ce travail-là qui a une grande importance. Oui, j'en parlais en titre, les grands magasins s'y mettent à la seconde main. D'abord quelques chiffres concernant Monogram. Plus de 20 salariés, chiffre d'affaires 2020, 6 millions d'euros, une croissance annuelle de 150%. Par rapport à 2019, ça veut dire que la crise sanitaire, ça a été un accélérateur de croissance pour vous? Effectivement, oui. Alors, les chiffres sont pas tout à fait exacts. On a à peu près. C'est les chiffres qu'on a trouvés sur vos sites, mais bon, c'est pas grave. Non, il y a une croissance, c'est vrai, ces 3 dernières années d'un peu plus de 100% de croissance et cette dernière année de 50%. Mais il y a une certitude, c'est que le Covid a été un accélérateur pour nous parce qu'on a été à l'écoute du consommateur. Les gens étaient chez eux, ont eu envie de trier leurs placards, ont eu envie d'avoir vraiment aussi une nouvelle façon de consommer. Donc c'était plus facile pour nous d'envoyer des transporteurs et de travailler main dans la main avec ces transporteurs-là pour aller récupérer des colis chez le particulier qui était chez lui et qui avait que ça à faire que de trier ses placards. Et du coup, pour nous, ça a été très intéressant. On a eu beaucoup plus de dépôts récupérés et on a pu en plus travailler les réseaux sociaux qui font partie de nos forces et donc avoir une nouvelle visibilité. Au niveau mondial, c'est tout le marché du luxe de seconde main qui explose. C'est vrai un peu partout? C'est un marché de 28 milliards d'euros en plein développement. Effectivement, le monde entier se met à la seconde main et la seconde main de luxe prend de très grosses parts de marché. La France s'y est mise, mais aussi les États-Unis, l'Asie, le Moyen-Orient. Il y a un développement qui est vraiment mondial. 28 milliards d'euros, source Boston Consulting Group, avec une croissance 4 fois plus rapide que le neuf et une prévision 2025 pour que ça aille jusqu'à 8% du marché du luxe. Et effectivement, ce qui est intéressant, Beverly Sonego, c'est que les grands magasins s'y mettent, notamment les Galeries Lafayette à Paris,
Paris. Vous y êtes présent avec Monogramme. Sous quelle forme? Ça se passe comment? Écoutez, on a eu la chance d'être approchés par les Galeries Lafayette et pas que, d'autres grands magasins parisiens qui s'y sont mis également et qui ont ouvert des espaces entiers dédiés à la seconde main. Les Galeries Lafayette ont eu l'envie de réunir plusieurs acteurs de la seconde main, des acteurs de la seconde main sur l'upcycling, sur des marques un petit peu plus jeunes, notamment des marques de jeans, et puis de proposer à leur clientèle un corner grâce à l'arrivée de Monogramme, pour proposer des articles de luxe, donc on a l'exclusivité sur toute la maroquinerie de luxe, et également pour récupérer des pièces que la clientèle Galerie Lafayette voudrait mettre en vente. Ça ressemble à quoi? Moi, j'y suis pas encore allé, donc c'est vraiment un espace dédié? Oui, alors donc l'espace s'appelle le Restore, c'est 500 mètres carrés dédié à la seconde main et nous avons un espace de 70 mètres carrés. On a recréé vraiment l'espace d'une boutique avec un très joli setup. On a essayé de dupliquer un petit peu le merch et les matériaux utilisés pour notre showroom parisien. Tout ça également pour créer l'expérience luxe et faire revivre, notamment aux clients Galerie Lafayette, l'expérience haut de gamme. Parfois, ils n'osent pas franchir le pas des grandes boutiques telles que Vuitton ou Chanel. Et là, on essaye de leur faire vivre cette expérience-là grâce à la seconde main. Alors justement, qui sont vos clients, peut-être principalement vos clientes d'ailleurs? C'est vrai que le client Monogramme est plutôt une femme. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que comme on a le double volet, la déposante et l'acheteuse, on peut très bien avoir là une très jeune femme qui a moins de 20 ans et qui va s'acheter sa première paire de chaussures, Louboutin, ou voilà quelque chose comme ça chez nous. Donc qui va vraiment faire son premier achat luxe. Et on va également avoir des clientes qui ont 40, 50, 60, 70, qui veulent acheter ou revendre parce qu'elles se sont lassées et qu'elles veulent avoir ce cercle virtueux de se dire je fais de la place dans mon placard et je vais me racheter quelque chose qui me plaît plus, ou alors même des vrais fashionistas, des femmes qui ont raté des articles de nouvelles collections et qui se disent je vais aller le retrouver sur un site de seconde main parce que j'ai pas eu la chance de l'avoir en première main. Votre logique, c'est une démocratisation du luxe. Votre ambition, c'était ça quand vous avez créé la marque? Oui, c'est vraiment un luxe décomplexé et accessible à tous, donc on peut dire que c'est une démocratisation du luxe. Comment cette ultra croissance de la seconde main, on a vu les chiffres tout à l'heure, comment c'est perçu par les grandes marques du luxe aujourd'hui? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, ils ne communiquent pas encore. On a la certitude qu'ils s'y intéressent. C'est une évidence. Et puis notamment avec les engagements RSE. On pense qu'il peut y avoir certaines craintes, mais qui vont devenir des opportunités. En tout cas, nous, on essaye de travailler notre image de marque et également de pouvoir peut-être demain être le relais des grandes maisons de luxe. Mais ça m'intéresse parce que justement, comment vous êtes perçu par les géants du luxe, LVMH, Kering? Est-ce que vous travaillez avec eux? Est-ce qu'ils vous regardent un peu de loin, peut-être un peu de haut? Comment ça se passe? On ne sait pas exactement, mais ce que je vous disais, c'est vraiment que nous, on a travaillé. Déjà, ce qu'on peut se dire, c'est que Vestiaire Collectif, qui est notre plus gros concurrent, le groupe Kering a pris 5% il y a peu de temps. Donc, on s'imagine que finalement, ils veulent s'allier et non pas travailler opposés. Et ce qu'on peut se dire, c'est qu'effectivement, Monogramme a les mêmes codes que le luxe, respecte les mêmes engagements. Je pense qu'il y a une dynamique qui est commune et des vrais enjeux communs. Donc, je pense l'idéal, ça serait vraiment qu'on s'allie et que Monogramme devienne le relais parce que nous avons une expertise et une expérience sur la seconde main que les maisons n'ont pas. Et c'est vrai qu'il ne faut pas cannibaliser leur offre. Donc je pense qu'ils vont devoir travailler avec des relais tels que Monogramme. Oui, Vestiaire Collectif qui est l'une des 25 licornes françaises. Ça veut dire, ce que j'entends un peu en sous-texte de ce que vous venez de dire, c'est que une participation d'un grand groupe de luxe, vous diriez pas non? Bien sûr. Oui, évidemment. Bon, est-ce que la suite logique, ce ne serait pas qu'eux-mêmes créent leurs espaces de seconde main? C'est possible, mais comme je vous le disais, la vraie différence, c'est déjà alors, il ne faut pas surproduire, et je pense qu'ils sont dans cette dynamique-là. Ils sont anti-fast fashion, évidemment, comme nous, mais l'idée, c'est donc de pouvoir travailler les articles de seconde main pour offrir à leur clientèle quelque chose de nouveau et de différent, mais pour ne pas cannibaliser leur offre, ça va être assez difficile aussi. Donc, je pense qu'ils ne vont pas avoir le choix de travailler avec des relais comme Monogramme. C'est quoi l'avenir de Monogramme? Comment vous l'imaginez là dans on va dire les 5 ans? Alors les 5 ans, on va essayer de faire mieux ce qu'on fait déjà, un peu plus à l'international. On essaye de se développer, notamment avec des corners de dépôt, c'est-à-dire d'avoir accès à des marchandises et justement de limiter les transports. Ça fait aussi partie de nos futurs engagements. On va essayer de travailler sur des marchés locaux avec des intelligences artificielles qui vont pouvoir analyser aussi les demandes de chaque marché. Donc vraiment, voilà, l'analyse de ces marchés locaux et des
des comptoirs de dépôt à l'international. Et donc faire mieux ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, un vrai développement, une croissance, mais aussi, je pense que la vision finale, elle est ce qu'on est en train de se dire, travailler avec des grandes marques pour pouvoir aller au bout de ce raisonnement-là. Vous avez devancé ma question, le défi du dernier kilomètre. Pour l'instant, vous le relevez comment? Et puis c'est quoi votre ambition à venir? Écoutez, c'est difficile à dire. On se pose des problématiques tous les jours avec l'équipe. C'est vrai que aujourd'hui, on est en train de s'engager, on est en train de réfléchir en interne à avoir, notamment pour les équipes, mais aussi pour le consommateur. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple, mais on va mettre en place pour le consommateur la possibilité d'avoir un packaging qui soit différent, qui soit moins polluant, des transports en vélo, par exemple, pour les Parisiennes, le click and collect mis en avant. C'est vrai que c'est différents axes, mais qui sont très importants pour nous, qui nous font évoluer, qui font également évoluer le consommateur. Je pense que tout le monde avance dans le même sens. Merci beaucoup, Beverly Sonego. À bientôt sur Bismart. Et donc, on continue de parler de mode avec la création d'un éco-score sur les vêtements. Un éco-score donc pour les vêtements. Voilà ce que l'on découvre dans notre débat. Tout de suite avec mes invités. Christophe Girardier, bonjour. Vous êtes le président de Glimpact. Émilie Berger, bonjour. Bonjour. La responsable impact environnemental chez Camaïeu. Alors, Glimpact, c'est quoi votre mission? Vous êtes une start-up? Oui, on est une start-up et on a créé un outil, une technologie qui a pour mission d'analyser, de comprendre et de développer la performance environnementale des produits et des organisations. Et donc, nous nous appuyons sur une technologie nouvelle qui rend accessible une méthode très importante, qui est la nouvelle méthode développée par l'Union européenne qui définit l'empreinte environnementale des produits et des organisations de façon globale. Souvent, on réduit l'empreinte environnementale à l'empreinte carbone, donc les enjeux du réchauffement climatique, donc les émissions de gaz à effet de serre. Mais cette méthode nous dit que l'impact environnemental, l'empreinte environnementale, c'est 16 catégories d'impact, dont l'empreinte carbone. Autrement dit, si on reste uniquement sur l'empreinte carbone, eh bien on passe à côté des 2/3 de l'empreinte environnementale globale. On peut en citer quelques autres. On va parler de biodiversité, sûrement. Il y a quoi d'autre? Alors, il y a effectivement tous les polluants dans l'atmosphère qui ne sont pas forcément des émissions de gaz à effet de serre. Il y a l'utilisation des ressources naturelles, fossiles. C'est deux choses différentes. Par exemple, les métaux rares, c'est un des impacts, l'utilisation des terres agricoles, ce qu'on appelle l'eutrophisation des eaux de rivière ou des océans, c'est-à-dire la pollution. Les algues vertes, c'est l'eutrophisation, par exemple. Donc, voilà. Et cette méthode, elle est très disruptive parce qu'elle donne un regard complètement différent sur la notion de définition et de portée de l'empreinte environnementale. Et donc vous avez réuni un consortium de marques engagées. Il y a Decathlon, Lacoste, Dim, Chantel ou encore Camaïeu. Émilie Berger, pourquoi vous, c'est pas la première fois d'ailleurs, mais pourquoi vous vous engagez dans cette idée d'éco-score, d'affichage environnemental? Alors en fait, chez Camaïeu, ça fait longtemps qu'on réfléchit on connaît, on imagine les impacts de notre industrie, on en parle beaucoup, on en parle de plus en plus. Donc on a commencé à travailler sur nos produits parmi plein d'autres initiatives, mais voilà, on utilise des matières qui sont plus éco-responsables, moins impactantes. On utilise du coton bio à la place du coton conventionnel, des fibres recyclées à la place des fibres vierges. Mais on le fait ça un peu d'instinct, par intuition, et puis parce que là on a des solutions industrielles qui nous sont proposées. Vous aviez déjà expérimenté un éco-score, c'est ça? Alors, pas une éco-note, pas une éco-note. On avançait un peu avec l'instinct des solutions. Ce que nous permet l'éco-note, en revanche, c'est d'avoir là, comme disait Christophe, un score qui est global, donc on évite, en passant par du coton bio, d'impacter plus fortement un autre indicateur qu'on n'aurait pas analysé, de se fixer des objectifs chiffrés, de se dire, bah voilà, aujourd'hui notre éco-note c'est ça, demain on va la faire progresser, on peut la recalculer. Donc si on modifie le produit comme ça, on fait baisser notre impact. Oui, c'est un outil de motivation interne pour toute l'entreprise. Exactement, d'état des lieux. Où en sommes-nous maintenant avec les efforts que nous avons déjà faits? Où sommes-nous arrivés? Comment on se situe sur le marché aussi? Est-ce qu'on est pire? Est-ce qu'on est mieux? Et puis surtout, comment on progresse. On était arrivé à un palier là où on se dit, bon, bah maintenant,
que faire. On a amélioré les matières, comment aller plus loin. Il y a des biais cognitifs importants. On commençait, nous, à réfléchir sur le transport, par exemple. On sait qu'on fait produire très loin. On achemine tous ces produits. On se dit ça doit avoir un impact phénoménal. Avec l'Econote, on réalise en fait que ça, c'est moins de 5%. C'est pas le plus grave. Non, c'est pas du tout le plus grave. Ouais. Vous voyez, on aurait pu là mobiliser nos efforts. Finalement, sur quoi il faut les mobiliser le plus largement? Ce qui ressort, alors il y a beaucoup de découvertes. On est en train de justement. Mais qu'est-ce qui vient en top list? La matière. C'est vraiment l'utilisation de la matière, la fibre qu'on choisit, l'endroit où on l'achète, où on la produit. C'est vraiment ça qui a le plus d'impact. Ouais. Christophe Gérardier, quand vous avez décidé de créer cet EcoScore, donc là, je le disais, il y a quoi, une dizaine de marques autour de vous? Vous en êtes où? Oui, il y a 10 marques qui ont décidé de s'associer. Alors, cet EcoScore dont vous parlez, c'est ni plus ni moins que l'application de cette méthode. C'est ce qu'on a fait avec Camaïeu, qui a été une marque, on va dire, disruptive, parce que la première à mettre en place cette méthode à travers notre technologie de l'impact. Mais pour répondre à votre question, on a, dans le cadre de l'application de la loi climat et résilience, le gouvernement a lancé un appel à projet pour justement définir la méthode qui va présider à l'obligation de l'affichage environnemental pour toute l'industrie textile en France. Et nous avons répondu à cet appel à projet en disant la meilleure méthode, c'est ni plus ni moins que celle que l'Union européenne vient de rendre publique dans une recommandation qu'elle a faite aux États au mois de décembre dernier, donc c'est très récent. Et donc, notre consortium vise à proposer au gouvernement une façon d'exploiter cette méthode pour définir l'éco-score dans le cadre de l'affichage environnemental textile. Donc c'est vraiment ce que vous avez dit, 2 fois, c'est vraiment le référentiel européen qui vous sert de base. Ce qui est intéressant, c'est le poids de la réglementation. Même si vous aviez déjà engagé, on l'a dit, vous étiez pionnier, c'est pour ça que vous avez créé Glimpact, mais c'est quoi l'importance finalement de ce, je sais pas, j'allais dire coup de pied, vous voyez ce que je veux dire, de la réglementation? Quel rôle ça joue? Alors c'est majeur, c'est-à-dire que l'idée de l'affichage environnemental obligatoire, c'est majeur. Pour le consommateur d'abord, qui lui aujourd'hui est complètement perdu dans les labels environnementaux qui sont souvent pas forcément inintéressants, mais qui n'intègrent pas de bons critères. Donc le consommateur a besoin d'avoir une note précise qui lui permet de comparer un produit et un autre dans une même catégorie ou d'une catégorie à une autre. Ça, c'est pour le consommateur. Mais dès lors que le consommateur a un critère de sélection objectif, les industriels sont donc incités à également se positionner par rapport à cette demande. Donc l'affichage permet aux consommateurs de comprendre, de choisir, et permet surtout aux industriels de découvrir les vrais impacts et les vrais enjeux, puis surtout les leviers pour diminuer leur empreinte. Donc l'ensemble consommateur plus industriel forme un écosystème, et c'est ce que nous avons voulu faire avec l'Impact, réunir ces deux entités pour véritablement construire rigoureusement cette transition écologique. Émilie Berger, on l'a dit, c'est une demande de plus en plus forte de vos clients. Est-ce que c'est aussi un moyen de vous différencier des marques qui ne le font pas encore? C'est aussi un outil de marketing d'une certaine façon. C'est pas un gros mot, surtout ici le marketing. Oui, je connais bien. C'est un mot qu'on emploie beaucoup. C'est un mot qu'on emploie beaucoup, mais là, en l'occurrence, quand on est précurseur, c'est difficile de mesurer les retours marketing. C'est aussi un risque, honnêtement. Vous avez pris un risque? On a pris un risque, clairement. Clairement, on y va par conviction. On y va aussi par transparence. Le premier objectif de cette éconote, c'est, comme je vous l'ai expliqué, c'est nous d'aller faire baisser ces impacts concrètement chez nous, avec les stylistes, les acheteurs, de concevoir des produits qui soient moins impactants. C'est vraiment ça le premier objectif. Et puis, très rapidement, dans l'écriture du projet, on se dit, on va avoir ces résultats, on va connaître ces impacts, là, très précisément, très clairement. Et il ne s'est même pas posé la question de ne pas l'afficher en vérité. Et il s'affiche sur tous les produits, ou il va s'afficher sur tous les produits Camaïeu? Sur les fiches produits sur notre site internet. On est en train de le mettre en place pour avoir un support physique en magasin sur l'étiquette. Pour l'instant, sur notre site internet, sur toute la partie de notre collection qui reste un peu plus longtemps en magasin, qui sont les intemporels, qui restent un peu plus longtemps, où on a le temps d'aller calculer cette éconote. C'est 30% des références, c'est 558 aujourd'hui références couleurs. C'est à peu près 30% des références et un peu plus en volume parce que ce sont les produits qu'on achète en plus gros volume. Mais on ne s'est pas posé la question, il nous semblait évident d'aller le dire à la cliente.
Oui, mais ça reste quand même un argument marketing aujourd'hui, même si j'ai bien compris, hein, il y avait une prise de risque, c'était un engagement, mais quand même, ça vous positionne, quoi. C'est une fierté, mais on affiche en même temps que... on a affiché toutes nos notes. Oui. De tous nos produits, pas que ceux qui sont éco-responsables. Oui. C'est vraiment la transparence. Aujourd'hui, on n'est pas parfait et on ne revendique pas de l'être. On n'est pas parfait. Par contre, on va essayer de le devenir. Ouais. Je vous pose la question parce que c'est quand même un argument pour les marques qui pourraient vous rejoindre. Cet éco-score, il est ouvert à tous potentiellement. Oui, bien sûr. L'objectif, c'est que la méthode, elle est publique. Ouais. Elle est déjà publique. Ouais. C'est ce que la Commission a voulu faire. Il faut une règle commune. Sinon, d'une part, on ne peut pas comparer les produits. Il ne faut pas que ce soit une règle franco-française. Il faut qu'elle soit européenne, d'où l'intérêt du choix de l'Union européenne. Et puis, il faut que les enjeux ou les orientations de nos industriels soient clairs pour eux. Hein. Si la règle n'est pas claire, comment voulez-vous que les industriels agissent, hein. Donc oui, moi je pense que je suis d'accord avec vous, c'est un avantage pour un industriel, quelle que soit sa note. Ce qui est important, ce n'est pas la note qu'il a, c'est la trajectoire de réduction de son empreinte. Ouais. Et c'est ça qui nous intéresse. La méthode, c'est d'abord et avant tout un moyen pour les industriels d'objectivement identifier les leviers sur lesquels ils peuvent agir, au-delà du greenwashing. Et c'est ça l'intérêt d'une méthode unique, rigoureuse, qui va prendre en compte pas simplement l'empreinte carbone, qui est évidemment très importante, mais la globalité des impacts sur l'environnement. Est-ce que ça veut dire que d'ores et déjà, il y a d'autres marques qui tapent à la porte aujourd'hui ? Écoutez, au sein de nos clients déjà, on est une jeune start-up, on a commencé notre commercialisation il y a moins de 2 ans, mais vous avez dans le textile, alors Camaïeu, qui est très fier d'accompagner Émilie aujourd'hui, mais vous avez Lacoste, le groupe Lacoste, Decathlon, Chantel, Tape à l'œil, le groupe Beaumanoir, qui sont des enseignes qui sont en train de, ils sont flagornerie, de préparer une vraie nouvelle ère de l'industrie textile avec une transition écologique, mais qui s'appuie sur les vrais enjeux et donc avec une vraie perspective de réduction significative de l'empreinte. Émilie Berger, dans cette démarche-là, ça veut dire aussi que, par exemple, sur la gamme de produits ou sur la logique des promotions, sur le nombre de collections que vous proposez, vous êtes aussi dans un état d'esprit différent ? Bien sûr, je crois que on est tous en train dans le secteur de changer nos pratiques ou de réfléchir à nos pratiques. C'est une industrie qui va très très vite et là on est tous en train de prendre un temps de pause. Camaïeu d'autant plus parce qu'on a vraiment rebrandé la marque. C'est une toute nouvelle entreprise. On a été repris il y a 1 an, donc en fait Camaïeu c'est une très jeune entreprise, nous aussi, pas une start-up presque. Donc on est vraiment en train de repenser ces pratiques métiers et en effet par tous les axes, on a déjà baissé nos volumes de 30% sur ces dernières années, ce qui est absolument considérable. Il y a beaucoup d'autres initiatives. On s'est lancé sur la circularité. On a lancé la seconde main en novembre chez Camaïeu dans un parc test, mais qu'on voudrait étendre. Donc oui, on réfléchit. Cette baisse d'impact, elle n'est pas juste par la matière du produit ou par sa conception, et sur tous les axes qu'on pourra utiliser. On a bien compris. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus présenter cet éco-score sur les vêtements. Et si vous voulez profiter des soldes d'hiver, faites-le à bon escient, évidemment, sans surconsommation. On passe à Smart Ideas pour aller faire les soldes. Tiens, on prend un vélo électrique. Et dans ce Smart Ideas, j'accueille Christophe Sauvant, bonjour. Vous êtes le cofondateur d'e-Witch. C'est un vélo électrique. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Bonjour Thomas, tout d'abord. Et merci de nous recevoir ici sur le plateau de Smart Impact. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a conçu le premier Smart Bike au monde. Donc, ça tombe très bien par rapport au titre de votre émission. Vous êtes au bon endroit, oui. Voilà, donc on doit être au bon endroit. Alors, Smart, chez nous, ça veut dire, bien évidemment, intelligent. Ça veut aussi dire malin. Parce qu'il y a les deux choses qui sont cachées derrière ce terme. Et surtout, ça veut dire simplicité. Puisqu'en fait, ce qu'on a cherché à faire à travers ce vélo, c'est apporter la plus grande simplicité possible aux utilisateurs. Pourquoi ? Parce qu'en priorité, c'est un vélo qui s'adresse aux utilisateurs urbains. Et en fait, quand on regarde de près ce que c'est que le programme urbain, on s'aperçoit qu'on a besoin de beaucoup de simplicité. Le programme urbain, c'est vraisemblablement ce qu'il y a de plus compliqué aujourd'hui pour un cycliste. On n'est pas à la campagne où on est libre de faire tout ce qu'on veut. On a des voitures, on a des piétons qui traversent, on doit s'arrêter au feu, repartir, etc., etc. Enfin, tous ceux qui en font le comprennent. Et puis, en plus de ça,
on a de plus en plus de gens qui viennent au vélo en ville et donc qui n'ont pas fait de vélo depuis très longtemps. Et donc, alors, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle apporte à l'utilisateur? Alors, ce qu'elle apporte à l'utilisateur, c'est la simplicité. En fait, on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, vous voulez acheter un vélo pour aller faire du vélo en ville. Vous avez d'un côté des leviers de vitesse, de l'autre côté un système pour régler votre niveau d'assistance de 1 à 4. Ouais. Vous avez un écran qui vous indique votre niveau de batterie, par exemple, ou la vitesse à laquelle vous roulez. Et finalement, tous ces éléments, on peut s'en passer. On peut s'en passer à condition de les remplacer par une action qui n'est pas humaine. Donc on a imaginé d'intégrer dans ce vélo l'intelligence qui remplace tout un tas de prises de décision qui sont habituellement faites par le cycliste. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on prend un cas concret, je suis dans Paris, j'arrive dans une partie de la capitale où ça grimpe un peu, le vélo va le sentir et accentuer l'assistance électrique, c'est ça? Absolument. C'est-à-dire que vous n'avez rien à faire du tout. Le vélo prend en compte l'ensemble des éléments de l'environnement, votre niveau de capacité en tant que cycliste, et donc il va vous donner à chaque instant le bon niveau d'assistance, quel que soit le moment, que ce soit au démarrage, un feu rouge, vous allez à pleine puissance sans faire quoi que ce soit dans une côte ou dans une descente, tout est ajusté. L'avantage, c'est que vous avez l'esprit complètement libre. Et l'esprit libre, c'est ce qui permet d'être en sécurité en ville. Bien sûr, ça permet d'être plus attentif. Voilà. Le problème de la ville, c'est l'attention. Donc, plus on est simple, plus on donne de l'attention au cycliste et plus il est en sécurité. Est-ce que ça permet aussi d'économiser la batterie? Alors absolument, puisqu'en fait, quand on prend des décisions humaines, sans se tromper, parce qu'en plus, souvent on se trompe en changeant de vitesse ou en changeant de niveau d'assistance, on est rarement au meilleur niveau de rendement par rapport à la machine. Alors qu'avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, on a un rendement optimum et donc au bout du bout, on économise entre 15 et 20% de batterie pour un même type de trajet, pour un même type d'individu. Parce qu'évidemment, il faut comparer les choses comparables. Si vous avez que des côtes, vous dépensez plus d'énergie que si c'est plat. Et si vous faites 100 kg, vous en dépensez plus que si vous faites 50 kg. D'où viennent vos pièces, le cadre, la potence, la fourche, et puis ce qu'il y a en filigrane? Est-ce qu'un vélo 100% français, ça sera possible un jour, d'après vous? Alors tout est possible. Après, tout dépend du temps et du prix. Je crois que tout à l'heure, on voit bien que les questions sur les filières se posent et se posent de plus en plus. Aujourd'hui, faire un vélo 100% France, c'est possible. Ça n'est pas possible de le faire dans des prix moyens de marché, pour plein de raisons. Il y a des savoir-faire qu'on a quasiment perdus dans notre pays. Je pense au soudage aluminium, par exemple, qui est très compliqué. Alors, on est très fort sur les centrales nucléaires et dans l'aviation. Mais pour faire des vélos, on a aujourd'hui un problème de soudure, tout simplement. Voilà, il y a pas mal de choses de ce type-là. Donc aujourd'hui, pour ce qui concerne nos pièces, on a à peu près 60% des pièces qui viennent de France et d'Europe. On parle en coût d'achat des pièces. Et puis une quarantaine de pourcents qui viennent de pays asiatiques. En revanche, toute la conception, tout le design et l'ensemble de l'assemblage est fait en France, puisqu'en fait on assemble 100% du vélo à Marseille dans nos ateliers. Un dernier mot autour de la stratégie d'utilisation des 3 millions d'euros que vous avez, près de 3 millions d'euros que vous avez levés en octobre dernier. Qu'est-ce que ça vous permet de prévoir, d'organiser pour l'avenir? Alors, on a 3 axes d'utilisation majeurs pour ces investissements, qui sont bien entendu l'aspect commercial. Parce qu'aujourd'hui, on a un vélo fantastique qui est reconnu par l'ensemble du marché, en tout cas tous les testeurs qui le font. Et donc aujourd'hui, il s'agit de le distribuer le plus largement possible. Donc on a besoin d'argent pour le faire, donc on investit le maximum de cet argent sur ce point-là. L'organisation, bien évidemment, qui est à mettre à niveau par rapport à des ventes qui sont en augmentation. Et puis la R&D, qui reste bien évidemment un point central chez nous, puisqu'on est les seuls au monde à faire de l'intelligence artificielle sur un vélo. Et donc, ça nécessite d'investir en permanence. Voilà, pour faire évoluer encore le produit. Merci beaucoup d'être venu présenter eWitch. Voilà, fin de cette émission. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la production et programmation avec Carla Perruchon aujourd'hui, Benjamin Michel à la réalisation et Mickaël Fristo au son. Salut, à très vite sur Bismart.